« Éloigne-toi de la tombe de mon fils » hurla le milliardaire Maxwell Blackwood en direction du teenager en haillons. Il ne savait pas que ce garçon portait en lui la partie la plus précieuse de son fils. La révélation qui suivit allait briser Maxwell de façon que ses milliards ne pourraient jamais réparer ou le reconstruire de manière que l'argent ne pourrait jamais acheter. Maxwell Blackwood se tenait devant les fenêtres du sol au plafond de son bureau pentouse. La ville s'étendait en dessous de lui comme un royaume qu'il avait conquis. À 45 ans, il possédait la compagnie d'IA la plus précieuse au monde. La dernière interface neuronale de BlackTech avait révolutionné la manière dont les humains interagissent avec les machines. La bourse valorisait son entreprise à 87 milliards de dollars. Mais Maxwell ne ressentait rien en observant son empire. La porte du bureau s'ouvrit. Son assistante, Jen, entra prudemment. « Monsieur Blackwood, le conseil d'administration vous attend dans la salle de conférence. » Maxwell ne tourna pas la tête. « Annulez-le. »« Monsieur, c'est la 3e fois ce mois-ci. Ils sont préoccupés par... » J'ai dit, annulez-le. Sa voix était plate. Vide. Jen hésita. « C'est aussi mercredi, monsieur. Votre voiture est prête quand vous serez prêt. » Maxwell hocha la tête. Mercredi. Le jour de la tombe. Après le départ de Jen, Maxwell ouvrit le tiroir de son bureau. Il en sortit une petite boîte en bois. À l'intérieur, une photographie décolorée. Un adolescent avec les yeux de Maxwell lui souriait. Lucas. Son fils. Parti depuis presque 2 ans maintenant. Il y a 2 ans. Papa, tu peux juste regarder mon travail? 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Maxwell tapait sur son ordinateur portable, sans lever les yeux. Lucas, j'ai les investisseurs de Pékin en ligne dans 10 minutes. Tes candidatures pour l'école d'art peuvent attendre. Lucas claqua son portfolio sur le bureau. C'est mon avenir. Pourquoi tu comprends pas que je ne veux pas construire des IA et des robots? Je veux créer de l'art. Maxwell leva enfin les yeux. L'art ne sécurisera pas ton avenir. BlackTech le fera. Quand je serai parti, tout ça sera à toi. Je n'ai jamais demandé tout ça, cria Lucas. Tu as raté toutes les expositions d'art depuis que j'ai 12 ans. Tu as raté l'anniversaire de maman le mois dernier. Tu rates tout. Maxwell regarda sa montre. On en reparlera plus tard. Je dois prendre cet appel. Lucas prit son portfolio et ses clés de voiture. Ne t'embête pas. Je vais à l'exposition. Au moins là-bas, les gens se soucient vraiment de ce que je crée. Ce fut la dernière fois que Maxwell vit son fils en vie. La police appela 3 heures plus tard. Route pluvieuse. Un camion qui n'a pas pu s'arrêter à temps. Lucas est mort sur le coup. Catherine, la femme de Maxwell, s'effondra lors des funérailles. Elle ne pouvait plus regarder Maxwell. « Tu l'as repoussé » murmura-t-elle. « Il allait à cette exposition parce que tu ne le soutenais pas. » Elle partit 1 mois plus tard. Les papiers de divorce arrivèrent par courrier. Aujourd'hui, la routine quotidienne de Maxwell n'avait pas changé. Il travaillait. Il mangeait seul. Il dormait peu. La seule constante était le mercredi. Chaque mercredi, il visitait la tombe de Lucas. Il entra dans le garage où son chauffeur l'attendait près de la Bentley. « Reprends la journée, Frank, » dit Maxwell. « Je conduirai moi-même. »« Monsieur, votre père a encore appelé. Il insiste pour vous rencontrer ce soir pour discuter de l'orientation de l'entreprise. » La mâchoire de Maxwell se serra. Harrison Blackwood, 80 ans et toujours à essayer de tout contrôler. La semaine dernière, il avait dit à Maxwell de se remettre de cette histoire de deuil et de se comporter comme un PDG. « Dis-lui que je suis occupé », dit Maxwell. Il prit les clés de l'Audi modeste que Lucas adorait. Alors qu'il roulait vers le cimetière, la pluie commença à tomber. Dans 2 jours, cela ferait exactement 2 ans depuis l'accident. La douleur semblait aussi vive que le jour où cela s'était produit. Aux portes du cimetière, Maxwell se gara et attrapa les orchidées bleues les préférées de Lucas. Il suivit le chemin familier jusqu'à la tombe de son fils, sa richesse signifiant rien dans cet endroit de la perte. Ce qu'il vit ensuite le fit s'arrêter net. Quelqu'un était déjà là. Sur la tombe de son fils. Un garçon adolescent en haillons. Maxwell serra plus fort les orchidées bleues.
Sa première pensée fut la colère. C'était son moment privé avec Lucas. Personne d'autre ne venait ici. Le garçon ne remarqua pas Maxwell tout de suite. Il était assis en tailleur devant la pierre tombale. Ses vêtements étaient sales et déchirés. Ses cheveux noirs tombaient devant son visage. Il semblait avoir environ 16 ans, le même âge que Lucas à l'époque. Le garçon tenait un carnet de croquis usés et déplaçait un crayon dessus avec des coups rapides. « Que fais-tu ici ?» La voix de Maxwell était dure. Le garçon sursauta, laissant tomber son crayon. Il se leva précipitamment. « Désolé, monsieur. Je ne voulais pas. C'est la tombe de mon fils. » Maxwell s'approcha. « Pourquoi es-tu ici ? On t'a envoyé. » Le garçon secoua la tête. Il portait un sweat à capuche vert délavé avec des trous au coude. Son jean était effiloché. Ses baskets semblaient prêtes à se déchirer à tout moment. « Personne ne m'a envoyé. Je viens juste. » Le garçon regarda la tombe. « J'aime bien venir ici. C'est calme. » Maxwell remarqua un petit bouquet de fleurs sauvages déposé soigneusement au pied de la pierre tombale. Des marguerites simples et des Suzanne à yeux noirs. « Tu as apporté des fleurs ? À la tombe d'un inconnu ?» La voix de Maxwell trahissait son scepticisme. Le garçon fourra son carnet de croquis dans un sac à dos usé. « Je devrais y aller. Je ne savais pas que quelqu'un allait arriver. » Alors que le garçon se tournait pour partir, Maxwell aperçut son carnet de croquis. Dessus, il y avait un dessin détaillé de la pierre tombale de Lucas, mais avec des motifs étranges qui en émanaient presque comme des notes de musique. « Attends, » dit Maxwell. « Comment tu t'appelles ?» Le garçon hésita. « Ellie. »« Pourquoi cette tombe, Ellie ? Il y en a des centaines ici. » Ellie baissa les yeux. « Je sais pas. Je me suis juste senti attiré par elle. » Il se frotta la poitrine distraitement. « Je viens ici de temps en temps. Depuis que ma mère est morte. »« Tu es sans abri ?» demanda Maxwell, remarquant la maigreur du garçon. Ellie acquiesça. « Ça fait 6 mois. Ma mère était infirmière. Quand elle est tombée malade, les factures ont tout pris. » Il se sentit mal à l'aise. « Écoutez, désolé si je vous dérange. Je vais trouver un autre endroit où m'asseoir. » Alors qu'Ellie parlait, il fit un petit geste avec ses mains, croisant ses pouces et les faisant tourner. Maxwell sentit le sang lui monter au visage. C'était le même tic nerveux que Lucas avait. Le même mouvement inhabituel que Lucas faisait quand il se sentait mal à l'aise. « Ça va, monsieur ?» demanda Ellie. « Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » Maxwell ne put pas parler pendant un moment. Puis, « Quand est-ce que tu as mangé pour la dernière fois, Ellie ?» Ellie haussa les épaules. « Hier matin. J'ai trouvé un demi-sandwich derrière le dîner de la 5e. » Maxwell posa les orchidées bleues près de la pierre tombale, à côté des fleurs sauvages d'Ellie. « Il y a un café près de l'entrée du cimetière. Laisse-moi t'offrir le déjeuner. » Ellie le regarda avec suspicion. « Pourquoi ? » « Parce que tu as faim, » répondit simplement Maxwell. 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans une cabine du café de Paula. Ellie dévorait un burger, des frites et un milkshake au chocolat. Maxwell le regardait, perturbé par la sensation étrange qui grandissait en lui. « T'es vraiment son père ?» demanda Ellie entre deux bouchées. « Le gars qui a créé le truc Brainlink ?»« Oui. BlackTech, c'est ma société. » Ellie s'essuya la bouche. « C'est cool. Mais je parie que Lucas préférait les vieux systèmes de musique. Le numérique ne capte pas la chaleur du son analogique. » Maxwell le fixa. « Comment tu sais que Lucas s'intéressait à l'ingénierie du son ?» Ellie sembla confus. « Je sais pas. J'ai juste deviné, je suppose. » Il désigna la montre de Maxwell. « C'est une Patek Philippe Calatrava, non ? Un artisanat magnifique. J'aime bien comment la lumière capte le cadran. » La main de Maxwell se figea sur sa tasse de café. Lucas était obsédé par les montres fines. Il parlait constamment de l'artisanat. Maxwell lui avait offert la Calatrava pour ses 16e anniversaire. Le cimetière est sympa, mais je parie que Lucas aurait préféré que son art soit exposé quelque part comme à la galerie Wyatt, au centre-ville, continua Ellie tranquillement. Leur éclairage fait ressortir la profondeur des peintures à l'huile.
Maxwell sentit un frisson parcourir son dos. La galerie Wyatt était la préférée de Lucas. Il s'était disputé à ce sujet le jour où il était mort. « Comment tu sais tout ça ?» murmura Maxwell. Ellie avait l'air vraiment confus. « Quoi ? Je parle juste. » Quand ils eurent terminé de manger, Maxwell se rendit compte qu'il n'arrivait pas à simplement partir. « Tu as où dormir ce soir ?» Ellie secoua la tête. « Il y a un refuge rue 12, mais ça se remplit vite. » Maxwell prit une décision qu'il ne pouvait pas expliquer. « J'ai une maison d'hôte. Tu peux y dormir ce soir. » « Pourquoi tu ferais ça pour moi ?» demanda Ellie avec suspicion. Maxwell n'avait pas de réponse logique. Comment expliquer cette étrange attirance qu'il ressentait pour ce garçon? Comment expliquer qu'Ellie sache des choses que seul Lucas aurait pu savoir? « Disons que je rembourse une gentillesse que tu as montrée à mon fils, » répondit Maxwell, en regardant les fleurs sauvages qu'Ellie avait soigneusement déposées à côté des orchidées bleues. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Ellie s'arrêta pour regarder une formation de nuages. Ses doigts bougèrent comme s'ils peignaient dans l'air exactement de la même manière que Lucas le faisait lorsqu'il envisageait de possibles esquisses. Maxwell sentit son cœur battre plus fort. C'était impossible. Pourtant, il ne pouvait pas détourner le regard. Le manoir de Maxwell se trouvait sur 5 acres de terrain bien entretenu. Lorsqu'ils passèrent les portes, Ellie colla son visage contre la vitre. « C'est ici que tu vis ?» demanda Ellie. « On dirait un musée. » Maxwell se gara devant la maison principale. La maison d'hôte est derrière les jardins. Elle a tout ce dont tu as besoin. Alors qu'il traversait la maison principale, Madame Abernathy apparut. La gouvernante travaillait pour Maxwell depuis 20 ans. Ses yeux se plissèrent à la vue d'Ellie. « Monsieur Blackwood ?» demanda-t-elle, scrutant Ellie du regard. « Madame Abernathy, voici Ellie. Il va séjourner dans la maison d'hôte pendant quelques jours. » Elle pinça les lèvres. « Je vois. Dois-je préparer la chambre ?»« Oui, merci. » Maxwell se tourna vers Ellie. « Attends ici. J'ai besoin de parler avec Madame Abernathy. » Dans la cuisine, Madame Abernathy ne cacha pas son inquiétude. « Monsieur, pardonnez-moi, mais amener un garçon sans abri chez vous? Avez-vous envisagé qu'il pourrait profiter de votre chagrin ?» Maxwell fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? Cela fait presque 2 ans que Lucas est décédé. Ce garçon apparaît sur sa tombe? Il aurait pu faire des recherches sur votre famille. Les cibles riches attirent les arnaqueurs. » Maxwell n'y avait pas pensé. « J'apprécie votre inquiétude, mais c'est temporaire. Juste quelques jours. » Madame Abernathy hocha la tête de manière rigide. « Comme vous voulez, monsieur. » Plus tard, Maxwell accompagna Ellie à la maison d'hôte. Ellie regarda les meubles en velours, le réfrigérateur bien garni, la grande télévision. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves tes prochaines étapes, » dit Maxwell. « Merci, » répondit Ellie, encore sous le choc. « Je ne sais pas quoi dire. »« Repose-toi. On en reparlera demain. » Cette nuit-là, Maxwell ne parvint pas à dormir. Il s'assit dans son bureau, cherchant des informations sur les jeunes sans-abri de la ville. Madame Abernathy avait-elle raison? Ellie était-il en train de monter une arnaque? Son téléphone sonna. Harrison Blackwood. « Maxwell, tu as encore manqué une réunion du conseil, » dit son père sans préambule. « J'avais quelque chose de plus important à faire. » Le plus important que l'entreprise qui perd des parts de marché au profit de MindMeld? Leur nouvelle interface gagne du terrain pendant que tu visites des cimetières. Maxwell soupira. « Papa, pas maintenant. Jenkins m'a dit que tu avais ramené un gamin de la rue. Tu penses à quoi ?» Maxwell se redressa. « Comment tu as ? » J'ai encore des amis dans ton équipe de sécurité. Ce gamin pourrait être en train de repérer ta maison, Maxwell. Il pourrait vendre de la drogue. Il pourrait. Bonne nuit, papa. Maxwell raccrocha. Le matin, Maxwell trouva Ellie dans le jardin, en train de dessiner la fontaine. Il l'observa de loin. Le talent du garçon était évident. Ses coups de pinceau étaient sûrs, capturant non seulement la fontaine, mais d'une certaine manière son essence. Au petit déjeuner, Maxwell posa des questions anodines. « Où es-tu allé à l'école avant que tout arrive ?»« West Side High » répondit Ellie.
j'étais dans les classes de niveau avancé. Ma mère voulait que je devienne médecin comme elle, mais j'aimais plus l'art. Ta mère était médecin. L'infirmière à City General. Spécialisée en soins cardiaques. Ironique, non? Ellie se touche à la poitrine. Elle n'a pas pu se sauver de l'insuffisance cardiaque, mais elle sauvait des vies tous les jours. Maxwell prit des notes mentalement. Des détails vérifiables qu'il pourrait vérifier. Au cours des jours suivants, un schéma se dessina. Ellie errait dans les jardins, esquissant. Maxwell travaillait de chez lui, l'observant. Chaque soir, Maxwell enquêtait sur un autre élément de l'histoire d'Ellie. Westside High confirma un ancien élève nommé Ellie Morris. City General avait employé une infirmière en soins cardiaques nommée Sarah Morris, décédée d'une insuffisance cardiaque il y a 6 mois. Le garçon ne mentait pas sur son passé. Le 4e jour, Maxwell rentra tôt du bureau. Il trouva la maison calme. Ellie, appela-t-il. Pas de réponse. Maxwell vérifia la maison d'hôte. Vide. La panique monta dans sa gorge. Le garçon avait-il volé quelque chose et était parti? Un bruit provenant de l'étage attira son attention. De l'aile de Lucas. Personne n'y allait. Maxwell avait gardé la pièce exactement comme elle était le jour où Lucas était mort. Maxwell se précipita à l'étage et poussa la porte du studio de Lucas. Ellie se tenait là, tenant un des pinceaux de Lucas. Il fixait une toile inachevée sur le chevalet à un paysage que Lucas avait commencé mais jamais terminé. « Que fais-tu ici » exigea Maxwell. Ellie sursauta. « Désolé. » La porte était ouverte. Je me suis senti attiré ici. Personne ne vient ici. Personne ne touche à ses affaires. Ellie posa délicatement le pinceau. Je ne voulais pas vous contrarier. J'ai ses rêves sur cette pièce. Je ne l'ai jamais vue avant, mais dans mes rêves, je sais exactement où tout est. Il pointa un meuble. La peinture bleue est là, sur l'étagère du haut, derrière les tubes rouges. Les pinceaux spéciaux sont enroulés dans du tissu dans le tiroir sous la fenêtre. Maxwell fixa Ellie. Il avait raison. Comment tu sais ça? Je sais pas. C'est comme des souvenirs qui ne sont pas les miens. Ellie se pressa la poitrine. Depuis ma chirurgie, j'ai ces sensations, ces flashs. Chirurgie, demanda Maxwell, doucement. Une greffe du cœur. J'avais un défaut congénital. J'étais sur la liste depuis des années. Puis soudainement, une correspondance. Ellie baissa les yeux. C'est pour ça que je me sens coupable parfois. Il a fallu qu'une personne meure pour que je vive. Maxwell se sentit tourner. Quand a eu lieu ta greffe? Le 17 mai, il y a 2 ans. Le jour où Lucas est mort. Cette nuit-là, Maxwell s'assit dans son bureau, les mains tremblantes, alors qu'il tapait. Il avait des connexions dans tous les hôpitaux. 3 appels pour obtenir ce dont il avait besoin, la confirmation que les organes de Lucas avaient été donnés. 2 autres appels pour savoir où ils étaient allés. Le document arriva dans sa boîte mail à minuit. Maxwell l'ouvrit, le cœur battant. Donneur, Lucas Blackwood, 17 ans. Receveur, Ellie Morris, 14 ans. Organe, cœur. Date de la greffe, 17 mai 2023. Maxwell fixa l'écran. Le cœur de Lucas battait dans la poitrine d'Ellie. Maxwell ne pouvait pas dormir. Il s'assit dans son bureau jusqu'à l'aube, les dossiers médicaux ouverts sur son écran. Le cœur de Lucas battait dans la poitrine d'Ellie. Cela expliquait la connexion étrange qu'il ressentait. Cela expliquait comment Ellie savait des choses que seul Lucas aurait pu savoir. Le matin arriva. Maxwell se rendit à la cuisine pour trouver Madame Abernathy en train de préparer le café. « Le garçon est toujours ici ?» demanda-t-elle. Maxwell acquiesça. « Madame Abernathy, je dois vous dire quelque chose au sujet d'Ellie. » Un bruit fracassant venant de la maison d'hôte l'interrompit. Maxwell courut à l'extérieur. À travers la fenêtre, il vit Ellie au sol, se tenant la poitrine. « Ellie !» Maxwell pénétra dans la pièce en trombe. Le visage du garçon était gris de douleur. « Ça fait mal » haleta Ellie. « Je n'arrive pas à respirer correctement. » Maxwell le porta jusqu'à la voiture. « Appelle City General » ordonna-t-il à Madame Abernathy. « Dis-leur qu'on arrive. » Possible rejet du cœur. Le trajet fut flou.
Maxwell brûlait les feux rouges. Il porta Ellie dans la salle des urgences. « Aidez-le » cria Maxwell. Le patient ayant subi une greffe cardiaque. Les médecins emmenèrent Ellie sur un brancard. Une infirmière tendit des papiers à Maxwell. « Vous êtes de la famille » demanda-t-elle. Maxwell hésita un instant. « Oui. Je suis son tuteur. » Des heures passèrent dans la salle d'attente. Un médecin arriva enfin. « Monsieur Blackwood ? Je suis le docteur Chen, spécialiste en greffe. Ellie est stabilisée, mais je suis préoccupé. » C'était une petite femme aux yeux fatigués. Elle conduisit Maxwell dans son bureau. Son corps montre des signes de rejet du cœur. Nous avons commencé des médicaments anti-rejet, mais je suis inquiète de la gravité de l'épisode. Maxwell la fixa. Vous avez effectué sa greffe. Le docteur Chen parut surprise. Oui, il y a 2 ans. Comment avez-vous? Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. Maxwell Blackwood. Le donneur était votre fils. Je ne savais pas, dit Maxwell doucement. Je ne savais pas que ses organes avaient été donnés. Je n'arrivais pas à fonctionner après l'accident. Le docteur Chen acquiesça. C'est votre femme qui a pris la décision. Elle a dit que c'était ce que votre fils aurait voulu. Catherine a décidé. Un poignard de culpabilité traversa Maxwell. Et qui d'autre a reçu ces organes? Votre fils a sauvé 5 vies, monsieur Blackwood. Ses cornets sont allés à une femme aveugle dans la quarantaine. Son foie à un garçon de 12 ans. Ses reins à des jumelles souffrant de maladies génétiques des reins. Et son cœur à Ellie. Maxwell ferma les yeux. Puis-je le voir? Ellie était allongée dans un lit d'hôpital, relié à des machines. Ses yeux s'ouvrirent lorsqu'il aperçut Maxwell. Désolé, murmura Ellie. De quoi? De tomber malade. De causer des problèmes. Maxwell s'assit près du lit. Tu n'as rien à te faire pardonner. Il y a 2 ans. Maxwell était assis dans un couloir d'hôpital, figé par le choc. Lucas était parti. Mort cérébrale suite au choc. Les machines maintenaient son corps en vie, mais Lucas n'était plus là. Catherine se tenait avec un médecin, hochant la tête à travers ses larmes. Elle se dirigea vers Maxwell. « Il nous demande pour le don d'organes, dit-elle doucement. « Non. » La voix de Maxwell était dure. « Ils ne vont pas le découper. »« Maxwell, il pourrait aider d'autres personnes. Sauver des vies. » J'ai dit non. On ne va pas prendre des morceaux de mon fils. Catherine toucha son bras. Il est parti, Maxwell. Son corps peut donner une chance aux autres. C'est ce qu'il aurait voulu. Tu ne sais pas ce qu'il aurait voulu, cria Maxwell. Aucun de nous ne le savait. On était trop occupés par nos propres vies. Il quitta l'hôpital en furie, incapable de faire face à la réalité. Des heures plus tard, lorsqu'il revint, la décision avait été prise. Catherine avait signé les papiers. Maxwell ne lui pardonna jamais. Ne se pardonna jamais. Une infirmière entra en trompe dans la chambre d'Ellie. Une alarme retentit. Sa pression chute, dit-elle. Il faut appeler le docteur Chen. D'autres membres du personnel entrèrent. Ils se déplacèrent autour d'Ellie avec une efficacité urgente. Maxwell fut poussé dans un coin de la pièce. Le visage d'Ellie était devenu livide. Le moniteur cardiaque montrait un rythme irrégulier. Le docteur Chen arriva. Il est en rejet complet. Commencez les stéroïdes à impulsion. Préparez les ECMO possibles. Que se passe-t-il? Exigea Maxwell. Le docteur Chen jeta un coup d'œil en travaillant. Son corps attaque le cœur de manière plus agressive. Nous essayons de supprimer sa réponse immunitaire. Mais est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Ce type de rejet aigu est sérieux. Si nous ne pouvons pas le renverser. Len ne termina pas sa phrase. Maxwell comprit. Si l'on ne parvenait pas à stopper le rejet, Ellie mourrait. Le cœur de Lucas s'arrêterait de battre pour toujours. Les heures suivantes furent un cauchemar. Ellie fut transférée aux soins intensifs. Son état se détériorait. Les machines respiraient pour lui. Les médicaments coulaient dans ses veines. Maxwell s'assit près du lit, observant la poitrine d'Ellie se soulever et s'abaisser.
À l'intérieur de cette poitrine battait le cœur de Lucas luttant pour garder ce garçon en vie, tout comme il avait lutté pour garder Lucas en vie. Le docteur Chen entra, l'air grave. Monsieur Blackwood, nous avons fait tout ce que nous pouvions avec les protocoles standards. Le rejet ne réagit pas comme nous l'espérions. Qu'est-ce que cela veut dire, demanda Maxwell, bien qu'il le sache déjà. Sans intervention, Ellie mourra dans quelques jours, peut-être dans quelques heures. Maxwell se leva. Quelle intervention? L'argent n'est pas un problème. Faites venir des spécialistes. Quoi qu'il en coûte. Il existe un traitement expérimental. Une nouvelle thérapie par anticorps monoclonaux qui n'est pas encore approuvée par la FDA. Je l'ai utilisé dans 2 cas. Un a réussi. L'autre a échoué. Faites-le. Ce n'est pas aussi simple. Le traitement est extrêmement coûteux. L'assurance ne le couvrira pas. Et il y a des risques que cela pourrait provoquer une suppression immunitaire complète, rendant Ellie vulnérable aux infections. Maxwell n'hésita pas, je paierai tout. Sauvez le juste. Alors que le docteur Chen partait pour prendre les arrangements, Maxwell regarda le visage pâle d'Ellie. Le garçon se battait pour sa vie. Pour le cœur de Lucas. Maxwell prit la main d'Ellie. « Tiens bon, murmura-t-il. S'il te plaît, tiens bon. » Le traitement expérimental commença. Ellie se stabilisa, mais resta inconscient. Maxwell ne quitta presque pas l'hôpital. Il dormait dans une chaise près du lit d'Ellie. Le doute s'insinuait dans son esprit à mesure qu'il observait le garçon. Est-ce que tout cela n'était qu'une coïncidence? Les connaissances étranges, les manières, les talents artistiques Ellie avait-il pu enquêter sur la famille Blackwood? Maxwell était célèbre. La mort de Lucas avait fait la une des journaux. Lorsqu'Ellie se réveilla enfin au 3e jour, Maxwell était là, en attendant. « Comment tu te sens ?» demanda Maxwell. « Faible » murmura Ellie. « Mais mieux. » Maxwell rapprocha sa chaise. Sa voix se durcit. « J'ai besoin de te poser une question, et j'ai besoin de la vérité. Est-ce que tu as cherché des informations sur ma famille avant de venir sur la tombe de Lucas ?» Les yeux d'Ellie s'agrandirent. « Quoi ? Ce serait facile. Articles de presse. Réseaux sociaux. Les archives publiques de ma société. L'obituaire de Lucas. Pourquoi je ferais ça? Demanda Ellie, l'air confus sur son visage pâle. Pour gagner ma confiance. Pour me manipuler afin que je t'accueille chez moi. Des larmes remplirent les yeux d'Ellie. Tu penses que j'ai planifié ça? Tu penses que je me serais mis en échec cardiaque pour te tromper? Pas l'insuffisance cardiaque. Mais le reste, savoir ce que Lucas aimait, ses habitudes. Ellie essaya de se redresser, mais était trop faible. Je comprends pas ce qui m'arrive non plus. J'ai des rêves de lieux où je suis jamais allé. Je sais des choses que je ne devrais pas savoir. Prouve-le, lança Maxwell. Dis-moi quelque chose sur Lucas qui n'était pas dans les journaux. Ellie ferma les yeux. Il y a une pierre qui bouge dans le mur du jardin derrière le chêne. Lucas y cachait des choses. Des notes. Des dessins. Des choses qu'il ne voulait pas que tu vois. Maxwell se tendit. Il n'y avait aucun moyen qu'Ellie sache ça. Il avait une chanson sur laquelle il travaillait. Il l'appelait Horizon Line. Il n'arrivait pas à finir le pont. Maxwell n'avait jamais entendu parler de cette chanson. Tu l'appelais le petit astronaute quand il était petit. Parce qu'il passait son temps à regarder les étoiles. Maxwell se leva brusquement. Personne ne connaissait ce surnom. Personne, sauf Catherine et lui. « Tu mens » murmura Maxwell, bien qu'il sache que ce ne pouvait pas être un mensonge. « C'est impossible. »« Je ne mens pas » cria Ellie, des larmes coulant sur son visage. « Je le sens en moi. Dans mes rêves, dans mes pensées. Quand je dessine, on dirait même que ce n'est pas moi qui tiens le crayon parfois. » Maxwell recula vers la porte. « J'ai besoin d'air. » Il marcha aveuglément dans les couloirs de l'hôpital. Cela ne pouvait pas être réel. Les gens ne peuvent pas hériter de souvenirs à travers des greffes d'organes. C'était médicalement impossible. Lorsqu'il arriva à l'entrée de l'hôpital, Maxwell heurta quelqu'un qui entrait. Maxwell. Catherine. Son ex-femme. Toujours aussi belle, son visage maintenant marqué par 2 années de chagrin.
« Que fais-tu ici ?» demanda-t-il. « Le docteur Chen m'a appelé. Elle a dit que le receveur du cœur de Lucas était ici. Que tu étais avec lui. » Ils s'assirent dans le jardin de l'hôpital. Catherine écouta attentivement pendant que Maxwell lui expliquait tout. Trouver Ellie sur la tombe, les connaissances étranges, la crise de rejet. « Tu penses que je suis fou ?» dit Maxwell lorsqu'il eut terminé. Catherine ouvrit son sac et en sortit un petit carnet en cuir. C'était le journal de Lucas. Je l'ai trouvé après l'accident. Elle le tendit à Maxwell. Lis-le. Maxwell ouvrit le journal avec des mains tremblantes. Les entrées étaient datées. Il tourna vers le 1er mai, 2 semaines avant l'accident. Mom et moi avons parlé du don d'organes aujourd'hui. Elle avait un patient qui a reçu un cœur. La femme disait qu'elle a commencé à avoir envie de nourriture épicée après la greffe. Son donneur était mexicain. Maman dit qu'il y a une théorie sur la mémoire cellulaire, que les organes pourraient porter les souvenirs ou les traits du donneur. La plupart des scientifiques n'y croient pas, mais il y a des cas. Je trouve ça fascinant. Si quelque chose m'arrivait, je voudrais que mes organes aillent à d'autres. Peut-être qu'un morceau de moi vivrait dans eux. Maxwell tourna les pages. Plus d'entrées sur la mémoire cellulaire. Des recherches que Lucas avait faites. Le professeur Saunders pense que je suis peu scientifique. Il dit qu'il n'y a pas de mécanisme pour stocker les souvenirs dans les tissus cardiaques. Mais qu'en est-il de la femme autrichienne qui a reçu un cœur et a soudainement commencé à parler la langue du donneur? Et de l'homme américain qui a reçu un cœur d'un adolescent et a soudainement aimé la même musique obscure? La science n'a pas toutes les réponses encore. La dernière entrée était datée du 16 mai, le jour avant l'accident. Papa et moi nous sommes encore disputés à propos de l'école d'art. Il ne comprend pas que la création soit aussi importante pour moi que l'innovation pour lui. Peut-être qu'un jour on comblera cet écart. D'ici là, je continuerai à créer de l'art qui compte pour moi. Je travaille sur une nouvelle œuvre, j'essaie de capturer ce sentiment quand tu sais que tu es exactement là où tu es censé être. Je l'appelle chez soi. Maxwell ferma le carnet, des larmes coulant sur son visage. Il voulait donner ses organes, dit Catherine doucement. Quand les médecins m'ont demandé, je me suis souvenu de notre conversation. C'était la seule décision que je pouvais prendre. Maxwell hocha la tête, incapable de parler. Je dois le voir, dit Catherine. Le garçon. Ils retournèrent dans la chambre d'Ellie. Il dormait. Catherine s'approcha lentement du lit, fixant le garçon adolescent avec le cœur de son fils. Elle posa doucement sa main sur sa poitrine, sentant le battement de cœur. « Lucas » murmura-t-elle. Maxwell les laissa et partit trouver le docteur Chen. Il la trouva en train de revoir des dossiers à la station des infirmières. « Est-ce qu'il y a une vérité dans la mémoire cellulaire » demanda-t-il sans préambule. Le docteur Chen leva les yeux. « Ah. Vous avez remarqué des choses avec Ellie. Est-ce possible? Scientifiquement? » Elle posa sa tablette. La médecine conventionnelle dit non. Mais j'ai été chirurgienne en greffe pendant 20 ans, monsieur Blackwood. J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. Des receveurs qui ont soudainement eu des envies pour des aliments que leur donneur aimait. Des compétences nouvelles qui apparaissent. Des connaissances qu'ils ne devraient pas avoir. C'est ce qui se passe avec Ellie. Le docteur Chen hocha la tête. Il y a eu des études. Des petites, pas largement acceptées. Certains théorisent que la mémoire n'est pas confinée au cerveau, que les cellules dans tout le corps pourraient stocker des informations. Donc les souvenirs de Lucas pourraient être dans son cœur? Dans Ellie? Je ne peux pas le dire avec certitude. Mais je ne le balayerai pas. Pendant qu'il parlait, une infirmière s'approcha d'un âge moyen, aux yeux bienveillants. Monsieur Blackwood? Je suis l'infirmière Martinez. J'ai assisté aux 2 chirurgies, la récupération des organes de votre fils et la greffe d'Ellie. Maxwell se tourna vers elle. Vous étiez là. Elle acquiesça. Je travaille dans la greffe depuis 15 ans. J'ai déjà vu ça, cette connexion entre le donneur et le receveur. La plupart des médecins n'en parlent pas, mais ça arrive. Que vous rappelez-vous de leur chirurgie? Demanda Maxwell. Le cœur de votre fils était fort. Parfait. Lorsqu'on l'a retiré, il a continué à battre plus longtemps que d'habitude, même en dehors de son corps. Et lorsqu'on l'a placé dans la poitrine d'Ellie, il a commencé à fonctionner immédiatement. Pas d'hésitation.
comme s'il savait où il appartenait. Maxwell ferma les yeux, imaginant le cœur de Lucas continuer à battre, refusant de mourir. Le plus étrange, continua l'infirmière Martinez, c'est qu'au cours de la récupération d'Ellie, il dessinait. Même sous sédation, ses doigts bougeaient comme s'il tenait un crayon. La première chose qu'il a demandé en se réveillant, c'est un carnet de croquis. Le neurologue a trouvé ça étrange puisqu'Ellie n'avait aucun intérêt pour l'art avant. Aucun intérêt pour l'art, répéta Maxwell. Mais Lucas était un artiste, conclut le docteur Chen. J'ai vu le dossier d'Ellie. Avant la greffe, il s'intéressait à la science et aux mathématiques. Après, il a commencé à dessiner. Maxwell se sentit tout à coup pris de vertige face aux implications. Je dois parler à Ellie à nouveau. Maxwell conduisit en état de choc jusqu'à son manoir. Il se dirigea directement vers la chambre de Lucas, intacte depuis 2 ans. Il rassembla des objets que personne d'autre ne connaîtrait et le carnet de croquis privé de Lucas qu'il n'avait jamais montré à personne. Une petite boîte en bois où Lucas gardait des objets spéciaux. Une composition musicale à moitié écrite. Lorsqu'il retourna à l'hôpital, Catherine était assise avec Ellie. Le garçon avait l'air mieux, un peu de couleur était revenu sur son visage. « Comment tu te sens ?» demanda Maxwell. « Plus fort, » dit Ellie. « Les médecins disent que le nouveau traitement fonctionne. » Maxwell posa son sac. « J'ai apporté quelque chose. » Les affaires de Lucas. Catherine le regarda, interrogative, mais ne dit rien. Maxwell sortit le carnet de croquis. C'était le travail privé de Lucas. Il ne l'a jamais montré à personne. « Je sais, » dit Ellie doucement. « Il avait peur que tu penses que ce n'était pas assez bien. » Maxwell marqua une pause, puis ouvrit le carnet. « Dis-moi ce qu'il y a dedans. » Ellie regarda le carnet fermé. La première page est un portrait de ta femme, Catherine. Lucas l'a dessiné pour son anniversaire quand il avait 15 ans. Il ne lui a jamais donné parce qu'il pensait que les yeux n'étaient pas bons. Les mains de Maxwell tremblaient en ouvrant la première page. Un portrait parfait de Catherine le regardait. La page 7, continua Ellie, est un dessin de l'océan la nuit. Lucas l'a appelé Infini. Il l'a dessiné après votre voyage en famille dans le Maine quand il avait 16 ans. Tu étais en appel professionnel la plupart de la soirée, mais il est resté sur les rochers et a regardé les étoiles au-dessus de l'eau. Maxwell tourna la page 7. L'océan nocturne, les étoiles se reflétant dans les vagues sombres. Le dernier dessin terminé est à la page 23. C'est le vieux chêne dans ton jardin, mais dessiné comme s'il était fait de circuits et de fils. Lucas l'appelait la technologie de la nature. Il essayait de montrer que la beauté existe dans les deux mondes, le tien et le sien. Maxwell tourna la page 23, les larmes aux yeux. L'image était exactement comme Ellie l'avait décrite, un chêne dont l'écorce se transformait en carte de circuit et les branches devenaient des fils. Catherine se coucha la main sur la bouche, des larmes coulant sur ses joues. « Comment est-ce possible ?» murmura Maxwell. Ellie se redressa légèrement dans le lit. « Je ne comprends pas non plus. Mais depuis que j'ai reçu ce cœur, il posa sa main sur sa poitrine, j'ai eu des rêves. Des souvenirs. Des sentiments qui n'étaient pas les miens. Les souvenirs de Lucas, dit Catherine. Ellie hocha la tête. Au début, je pensais que je devenais fou. Je savais des choses que je ne devrais pas savoir. Je pouvais dessiner, mais je n'avais jamais dessiné avant. J'étais soudainement intéressé par la musique et l'art au lieu des sciences. Pourquoi es-tu allé à la tombe ? demanda Maxwell. Je me suis senti attiré là-bas. Comme si quelque chose m'attendait. Je ne savais pas que c'était la tombe de Lucas jusqu'à ce que je voie le nom. Mais même alors, je n'ai pas fait le lien avec vous. Je me sentais juste en paix là-bas. Ellie tendit la main vers celle de Maxwell. Son poignet était étonnamment fort. Il prit la main de Maxwell, la posa sur sa poitrine. « Il te pardonne d'avoir raté son exposition d'art, » dit Ellie, sa voix changeant légèrement. « Il était en colère ce jour-là, mais il t'aimait. Il t'a toujours aimé. » Maxwell tomba à genoux près du lit, en sanglotant. Le battement régulier du cœur de Lucas pulsait contre sa paume. Le cœur de son fils, toujours en vie. Il voulait que tu saches, continua Ellie, qu'il comprenait pourquoi tu l'avais poussé vers l'entreprise. Tu voulais qu'il ait la sécurité, qu'il ait un avenir. Tu le protégeais de la seule manière que tu savais. J'aurais dû soutenir son art, dit Maxwell à travers ses larmes.
Il le sait maintenant. Et il voulait te dire que dans ces derniers moments, en conduisant vers l'exposition, il pensait à la manière de combler l'écart entre vous. Il avait une idée pour combiner l'art et la technologie. Il revenait pour t'en parler. Catherine s'approcha de Maxwell, sa main rejoignant la sienne sur le cœur d'Ellie. Les dernières pensées de Lucas n'étaient pas en colère, dit Ellie. Elles étaient pleines d'espoir. Il croyait que vous trouveriez un terrain d'entente. Maxwell leva les yeux vers Catherine, leurs mains jointes sur le cœur battant de leur fils. 2 années de culpabilité et de séparation se dissipèrent dans cet instant. Je suis désolé, murmura Maxwell vers elle. Je t'en ai voulu pour la décision de donation. Mais Lucas le voulait. Tu le connaissais mieux que moi. Catherine secoua la tête. Nous connaissions tous les deux certaines parties de lui. Aucun de nous n'a vu l'ensemble. Ils restèrent là plusieurs minutes, ressentant le rythme constant qui appartenait autrefois uniquement à leur fils, et qui maintenant donnait vie au garçon devant eux. Que va-t-il se passer maintenant, demanda enfin Ellie, la voix incertaine. Maxwell se leva, essuyant ses larmes. Tu te concentres sur ta guérison. Sur la guérison. Et après? Ellie regarda Maxwell et Catherine. Je n'ai nulle part où aller. Maxwell regarda Catherine. Quelque chose passa entre eux, une compréhension, un but partagé. Tu viendras chez nous, dit Maxwell. Si c'est ce que tu veux. Nous, demanda Ellie. Catherine sourit à travers ses larmes. Nous avons beaucoup de choses à régler. Mais oui, nous. Je ne suis pas Lucas, dit Ellie prudemment. Même avec son cœur, ses souvenirs, je suis toujours moi. Maxwell hocha la tête. Je sais. Tu es Ellie. Tu es le fils de ta mère. Mais d'une certaine manière, tu portes aussi un morceau de notre fils. Nous n'avons pas à tout comprendre pour l'accepter. Les médecins disent que j'aurai besoin de traitements continus. Des soins médicaux. C'est coûteux. L'argent est la seule chose dont tu n'as pas à t'inquiéter, dit Maxwell. Tout ce dont tu as besoin, traitement, éducation, avenir, c'est à toi. Catherine serra la main d'Ellie. Nous avons perdu notre fils. Tu as perdu ta mère. Peut-être que c'est une seconde chance pour nous tous. Ellie baissa les yeux vers sa poitrine. Quand je mourais avant la greffe, ma mère m'a dit de tenir bon. Que quelqu'un de spécial viendrait me sauver. Il leva les yeux vers Maxwell et Catherine. Je pense qu'elle parlait de Lucas. Mais peut-être qu'elle parlait de vous tous. Maxwell sentit quelque chose se transformer à l'intérieur de lui, le chagrin cédant la place à la possibilité. Lucas était parti. Rien ne pourrait le ramener complètement. Mais son cœur battait encore. Sa mémoire vivait. Et maintenant, il y avait un futur là où il n'y avait eu que du passé. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, dit Maxwell. Mais nous avons du temps maintenant. Catherine hocha la tête. Du temps pour guérir. Nous tous. Alors que la lumière de l'après-midi remplissait la chambre d'hôpital, les trois étaient assis ensemble unis par la perte, par un miracle qu'aucun d'eux ne comprenait, et par le battement régulier d'un cœur qui, d'une manière ou d'une autre, les avait tous sauvés. Pendant 3 jours, l'état d'Ellie s'améliora. Maxwell et Catherine prenaient tour à tour soin de lui. Ils discutaient pendant des heures, partageant des histoires sur Lucas, apprenant à connaître la vie d'Ellie avant la mort de sa mère. Un fragile espoir grandissait entre eux. Puis, le 4e matin, Ellie se réveilla en haletant. Les alarmes retentirent. Le personnel médical se précipita dans la pièce. Son corps rejette à nouveau le cœur, expliqua plus tard le docteur Chen dans son bureau. Le traitement initial a aidé temporairement, mais son système immunitaire réagit plus fortement maintenant. Et quelles sont nos options, demanda Maxwell, la main de Catherine serrée dans la sienne. Il existe un nouveau protocole expérimental. Il a seulement été testé en Europe sur 7 patients. 4 ont survécu, 3 non. Cela implique une suppression immunitaire radicale suivie d'une infusion génétiquement modifiée pour rééduquer le système immunitaire. L'est-ce approuvé ici, demanda Catherine. Non. Nous aurions besoin d'une permission spéciale. Et le coût? Le docteur Chen hésita. L'argent n'est pas un problème, dit Maxwell fermement. Ce n'est pas juste une question d'argent, monsieur Blackwood. Le traitement est extrêmement risqué. Ellie n'aurait pratiquement plus de système immunitaire pendant des semaines. Toute infection pourrait le tuer.
Maxwell se leva. Obtenez les permissions. Je m'occupe du reste. Lorsqu'il retourna dans la chambre d'Ellie, un visiteur était là. Harrison Blackwood se tenait au pied du lit d'Ellie, son visage sévère. « Papa ? Que fais-tu ici ?» demanda Maxwell. Harrison se tourna. « Je suis venu voir ce qui est si important que tu aies raté la réunion trimestrielle du conseil et ignoré 3 appels de nos plus grands investisseurs. » Maxwell jeta un regard à Ellie, qui les observait nerveusement. « On peut discuter dehors. » Dans le couloir, Harrison ne perdit pas de temps. « Ton assistante me dit que tu autorises des dépenses médicales illimitées pour ce garçon. Le conseil est inquiet. Ton jugement est remis en question. Ma richesse personnelle est séparée des fonds de la société. Le conseil n'a rien à dire sur la façon dont je la dépense. Tu parles de millions de dollars pour un traitement expérimental pour un garçon sans abri. » Baisse d'un ton, avertit Maxwell. « Tu dois réfléchir clairement, fils. Ce garçon n'est pas Lucas. Dépenser ta fortune ne ramènera pas Lucas. Ce n'est pas une question de ramener Lucas. » Harrison ricana. « Ce n'est pas ça ? Tu trouves un garçon avec le cœur de ton fils, et soudainement tu jettes tout ce que nous avons construit ? Que se passera-t-il lorsque le traitement échouera ? Quand tu perdras à nouveau le cœur de Lucas ? Il s'appelle Ellie, dit Maxwell calmement. Et il ne va pas mourir. Tu ne peux pas savoir ça. La médecine échoue, Maxwell. Toi plus que quiconque devrait le comprendre. Maxwell s'approcha de son père. Ce que je comprends, c'est que j'ai les ressources pour donner une chance à ce garçon. Un garçon qui, par un miracle que je ne comprends pas entièrement, porte non seulement le cœur de Lucas mais aussi quelque chose de son esprit. C'est du chagrin qui parle. Pas de la raison. Pour une fois dans ma vie, je ne prends pas une décision basée sur des marges bénéficiaires ou des parts de marché. Je fais ce qui est juste. Harrison secoua la tête. Le conseil en entendra parler. Ton comportement erratique, ta négligence envers la société. Laisse-moi être très clair, interrompit Maxwell. Si le conseil a des inquiétudes, il peut accepter ma démission. BlackTech survivra sans moi. Mais Ellie pourrait ne pas survivre sans mon aide. Et cela rend mon choix très simple. Tu jetterais toute ta vie de travail pour un inconnu ? Ce n'est pas un inconnu, dit Maxwell fermement. C'est de la famille maintenant. Et je dépenserai chaque dollar que j'ai, je vendrai chaque action que je possède, si c'est ce qu'il faut pour le sauver. Harrison fixa son fils, voyant quelque chose de nouveau en lui. Tu as changé. Oui, acquiesça Maxwell. J'ai changé. Harrison partit sans dire un mot. Maxwell retourna dans la chambre d'Ellie, où Catherine était assise, tenant la main du garçon. J'ai entendu, dit Ellie faiblement. Ton père est en colère. Ne t'inquiète pas pour lui. Le traitement dont le docteur Chen a parlé, ça a l'air dangereux. Maxwell hocha la tête. C'est risqué. Mais c'est ta meilleure chance. C'est beaucoup d'argent pour quelqu'un que tu connais à peine. Catherine serra sa main. On en sait assez. Dans les 48 heures suivantes, Maxwell mobilisa toutes les ressources à sa disposition. Son jet privé vola un spécialiste de Zurich. Ses contacts à Washington accélérèrent les autorisations de la FDA. Ses avocats traitèrent des papiers qui auraient normalement pris des mois. Dans sa vie professionnelle, Maxwell avait été connu pour son efficacité impitoyable. Maintenant, il appliquait cette même intensité pour sauver Ellie. Il dormait à peine. Lorsqu'il n'était pas à l'hôpital, il était au téléphone, exigeant, persuadant, offrant tout ce qui était nécessaire. Catherine regarda cette version transformée de son ex-mari avec étonnement. L'homme qui avait été trop occupé pour les expositions d'art de son fils mettait maintenant de côté des accords de milliards de dollars pour être aux côtés d'Ellie. Le traitement arriva. Le docteur Chen expliqua la procédure à Ellie. Nous allons supprimer complètement ton système immunitaire. Ensuite, nous introduirons les cellules modifiées qui devraient apprendre à ton corps à accepter le cœur de Lucas comme le sien. Cela va être très difficile pour ton corps. Quelles sont mes chances ? Demanda Ellie. Avec ton âge et ta santé générale, meilleure que la plupart. Peut-être 60%. Ellie hocha la tête. Et sans traitement. Le docteur Chen hésita. Le rejet progresse rapidement. Sans intervention, quelques jours, peut-être une semaine. Ellie ferma les yeux.
Lorsqu'il les ouvrit, il regarda Maxwell et Catherine. Lucas saisirait la chance, dit-il. Je le sens. Il n'avait pas peur d'essayer de nouvelles choses. C'est ta décision, dit Maxwell. Pas celle de Lucas. Pas la nôtre. Je veux vivre, dit Ellie simplement. Je viens juste de vous trouver tous les deux. L'intervention fut programmée pour le matin suivant. Cette nuit-là, Maxwell et Catherine restèrent dans la chambre d'Ellie. Aucun d'eux ne dormit beaucoup. Je dois vous dire quelque chose, dit Ellie alors que l'aube approchait. Si ça ne marche pas, merci. De m'avoir donné une famille à nouveau, même juste pour un peu de temps. Ça va marcher, insista Maxwell. Mais si ça ne marche pas, continua Ellie, promettez-moi que vous resterez connectés. Lucas le voudrait. Catherine essuya des larmes. Nous le promettons. Lorsque l'équipe médicale arriva, Ellie fut emmenée dans une salle d'opération spécialement préparée. Le dernier aperçu que Maxwell eut de lui fut la tentative courageuse d'un sourire alors qu'il était emporté. La salle d'attente devint leur monde. Les heures passèrent. Catherine fit les 100 pas. Maxwell resta assis rigidement, vérifiant sa montre toutes les quelques minutes. Ils parlèrent peu, mais se réconfortaient de la présence de l'autre. Le docteur Chen apparut brièvement. La suppression immunitaire est terminée. Nous commençons l'infusion des cellules modifiées. Une autre heure passa. Puis encore une autre. Dans la salle d'opération, les machines bipaient. Les chirurgiens travaillaient avec une concentration intense. Le corps d'Ellie se battit, puis se rendit au traitement. De retour dans la salle d'attente, Maxwell rompit finalement le silence. Je n'arrête pas de penser à tout le temps que j'ai perdu. Avec Lucas. Avec toi. Catherine s'assit près de lui. Nous ne pouvons pas changer le passé. Mais nous pouvons en tirer des leçons. Il prit sa main. Peu importe ce qui arrive avec Ellie, je veux que tu saches que je suis désolé. Pour tout. Elle hocha la tête. Je sais. Le docteur Chen apparut dans l'encadrement de la porte. Son masque chirurgical pendait autour de son cou. Son visage était impassible. Maxwell et Catherine se levèrent. L'intervention est terminée, dit le docteur Chen. Techniquement, tout s'est parfaitement passé. Les Ellie, murmura Catherine. Il a mieux toléré le traitement que prévu. Ses signes vitaux sont stables. Les 48 prochaines heures seront cruciales. Il n'a pratiquement plus de système immunitaire pour l'instant, donc nous l'avons mis en isolement total. Mais il est en vie, dit Maxwell. Oui. Et les premiers marqueurs suggèrent que son corps pourrait accepter le protocole modifié. C'est encore trop tôt pour être certain, mais... Le docteur Chen se permit un petit sourire. Je suis prudemment optimiste. Un soulagement les envahit. Maxwell prit Catherine dans ses bras. Peut-on le voir, demanda-t-elle. Seulement à travers la fenêtre de la salle d'isolement. Aucun contact physique pendant au moins 2 semaines. Le risque d'infection est trop grand. Ils suivirent le docteur Chen jusqu'à une unité spéciale. À travers une grande fenêtre, ils pouvaient voir Ellie. Il était inconscient, entouré de machines, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement. La récupération sera longue, avertit le docteur Chen. Des mois, pas des semaines. Il y aura des obstacles. Des complications. Le corps ne rend pas ses défenses facilement. Nous serons là, dit Maxwell. À chaque étape. Alors qu'il regardait Ellie respirer, Maxwell posa sa main contre la vitre. À l'intérieur de cette pièce, dans la poitrine de ce garçon, le cœur de Lucas continuait de battre, luttant maintenant pour une nouvelle vie, un avenir différent de tout ce que quiconque aurait pu imaginer. 6 mois plus tard. Le manoir qui avait autrefois semblé vide résonnait maintenant de vie. Maxwell traversa la cuisine lumineuse où Catherine préparait le petit déjeuner. La lumière du soleil filtrait à travers des fenêtres qui avaient longtemps été couvertes de rideaux lourds. L'île est levée, demanda Maxwell. Catherine sourit. Il est dans le studio depuis l'aube. Il a dit qu'il avait une idée qu'il devait finir. Maxwell hocha la tête, n'étant plus surpris par le dévouement d'Ellie à l'art. Les 6 derniers mois avaient transformé leur vie. La récupération d'Ellie avait été difficile, des semaines en isolement, de multiples revers, des moments de peur. Mais le traitement avait fonctionné. Le corps d'Ellie avait finalement accepté le cœur de Lucas comme le sien. Les papiers d'adoption avaient été finalisés le mois dernier.
Ellie Morris était désormais légalement Ellie Morris Blackwood. Pas un remplaçant pour Lucas, mais un ajout nouveau à leur famille brisée. Maxwell trouva Ellie dans le studio de Lucas, qui était maintenant aussi le sien. Le garçon se tenait devant un chevalet, de la peinture sur ses mains et une tache sur sa joue. Il semblait maintenant en bonne santé, son visage plus rempli, ses yeux brillants. « Bonjour », dit Maxwell. Catherine dit que le petit déjeuner est presque prêt. Ellie se tourna, souriant. « Je finis juste cette section. Qu'en penses-tu » Maxwell regarda la toile. Elle montrait le cimetière où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, mais transformé. Les pierres tombales étaient encore visibles, mais chacune relâchait des flux lumineux colorés qui se reliaient aux gens vivants au premier plan. « C'est magnifique », dit Maxwell. « Comment tu l'appelles » Continuation, répondit Ellie. C'est pour le gala de la Fondation la semaine prochaine. La Lucas Blackwood Foundation avait été le premier grand projet de Maxwell après s'être éloigné des opérations quotidiennes de Black Tech. Elle finançait des programmes de sensibilisation aux dons d'organes et de l'éducation artistique pour les jeunes défavorisés. Le gala de la semaine prochaine serait son lancement public. Parfait titre, dit Maxwell. Le conseil va adorer. Même ton père ? Maxwell rit. Même mon père. Harrison Blackwood avait été le plus difficile à convaincre à propos de la nouvelle direction de la vie de Maxwell. Le vieux monsieur avait râlé lorsque Maxwell avait annoncé qu'il réduisait son rôle chez Black Tech pour devenir président, tandis qu'un nouveau PDG gérerait les opérations quotidiennes. Il s'était moqué de la fondation, la qualifiant de « non-sens sentimental ». Mais même Harrison avait lentement changé. Cela avait commencé lorsqu'il avait visité le manoir et trouvé Ellie en train d'aider Maxwell à redessiner une interface neuronale pour les artistes. Les idées du garçon l'avaient impressionné. Puis il y eut la première exposition d'art d'Ellie, où plusieurs œuvres avaient été vendues à de grands collectionneurs. Harrison commença à voir qu'Ellie n'était pas seulement le receveur du cœur de son petit-fils, mais un individu talentueux à part entière. La semaine dernière, Harrison avait discrètement fait un don de 5 millions de dollars à la fondation. Il ne l'avait pas mentionné à Maxwell, mais le directeur de la fondation avait été rapide à partager la nouvelle. « Allez, dit Maxwell. D'abord la nourriture, ensuite tu pourras finir. » Au petit déjeuner, ils discutèrent de la journée à venir. Catherine était revenue vivre ici il y a 3 mois, non pas dans la chambre de Maxwell, mais dans un ensemble de pièces au même étage. Leur relation évoluait lentement, basée sur une préoccupation partagée pour Ellie et des souvenirs partagés de Lucas. « Le docteur Chen a appelé », dit Catherine. « Les derniers tests d'Ellie sont parfaits. Les meilleurs résultats qu'elle ait jamais vus chez un patient transplanté. »« Ça mérite une célébration », dit Maxwell. « Le dîner à l'extérieur ce soir ?» Ellie hocha la tête, puis devint sérieux. « Moi aussi, j'ai réfléchi. Demain c'est l'anniversaire. » Maxwell et Catherine se turent. 3 ans depuis la mort de Lucas. Le jour qui avait brisé leur famille. « J'aimerais qu'on aille ensemble au cimetière, » dit Ellie. « Si ça va. » « Bien sûr, » dit Catherine doucement. Le lendemain, le jour se leva clair et frais. Ils roulèrent ensemble jusqu'au cimetière où tout avait commencé. Maxwell portait des orchidées bleues. Catherine apportait des roses blanches. Ellie portait son carnet de croquis et des fleurs sauvages comme celles qu'il avait apportées ce premier jour. Ils se tinrent devant la pierre tombale de Lucas. La date de sa mort semblait maintenant impossible, à la fois si lointaine et si proche. Maxwell déposa délicatement les orchidées. « Nous venons avec des cœurs différents de l'année dernière, Lucas. » Catherine posa ses roses. « Tu nous manques chaque jour. Mais nous apprenons à revivre. » Ellie s'agenouilla et arrangea ses fleurs sauvages. Puis il ouvrit son carnet de croquis et le posa contre la pierre tombale. Sur la page, il y avait un portrait de Lucas, dessiné par Ellie, bien qu'il n'ait jamais vu Lucas de son vivant. « Merci, » dit Ellie simplement. « Pour tout. » Ils restèrent en silence, 3 personnes reliées par la perte et le miracle. Puis Ellie prit la main de Maxwell et la posa sur son cœur. « Tu le sens ?» demanda Ellie. « C'est fort maintenant. » Plus de rejet. Maxwell sentit le rythme constant sous sa paume. Le cœur de Lucas, battant dans la poitrine d'Ellie. Il posa sa autre main sur l'épaule de Catherine, complétant le cercle. « L'île est toujours avec nous », murmura Maxwell. D'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Une semaine plus tard,
la Lucas Blackwood Foundation tenait son gala d'ouverture à la Galerie Wyatt, au centre-ville. L'exposition montrait les œuvres de Lucas à côté de celles d'Ellie. Au centre de la grande salle se trouvait une installation spéciale. Maxwell regardait nerveusement alors que les invités se rassemblaient autour. Cette toile inachevée de Lucas était exposée à côté de cette œuvre complète d'Ellie, chacune commençant par les coups de pinceau de Lucas et finie dans une fusion parfaite de leurs deux styles. « C'est remarquable », dit Harrison Blackwood, apparaissant à côté de son fils. « Le garçon a du talent. »« Oui, il en a », répondit Maxwell. « Son propre talent, pas seulement celui de Lucas. »« J'avais tort », dit Harrison doucement. « À propos de tout ça. À propos de ton recul par rapport à l'entreprise. » Maxwell regarda son père, surpris. « Tu as construit quelque chose de plus important que Black Tech ici, » continua Harrison. « Un héritage qui compte. » De l'autre côté de la pièce, Ellie se tenait avec Catherine, décrivant son travail à un groupe d'admirateurs. Son visage était animé, ses mains bougeant de manière expressive. Un geste, le lien des pouces, fit sourire Maxwell. Certaines choses restaient de Lucas. D'autres étaient purement Ellie. Le docteur Chen s'approcha de Maxwell. « Mais quelle réussite !» dit-elle en désignant la galerie bondée. « Tout ça à partir d'une rencontre fortuite dans un cimetière. » « Était-ce vraiment un hasard ?» demanda Maxwell. « En tant que scientifique, je devrais dire oui. » Elle sourit. « En tant que personne ayant vu ce que j'ai vu. Je ne suis plus aussi sûr. » La dernière œuvre de l'exposition se tenait seule sur un mur, plus grande que les autres. Elle montrait deux silhouettes, l'une transparente, l'autre solide avec un cœur lumineux les reliant. En dessous se trouvait une plaque avec les mots qu'Ellie avait écrits. « Deux âmes peuvent partager un cœur. Deux vies peuvent naître d'une seule perte. Ce n'est pas une fin, mais une continuation de ce qui fait de nous des êtres humains, notre capacité à aimer au-delà de la compréhension, à nous connecter au-delà de l'explication, et à trouver du sens même dans notre plus profonde douleur. » Maxwell se tint devant, sentant Catherine et Ellie se joindre à lui de chaque côté. Sa famille, reconstruite de manière que personne d'entre eux n'aurait pu imaginer. Différente de ce qu'elle était avant, mais connectée à elle par le miracle d'un cœur qui bat. « Lucas serait fier », murmura Catherine. Maxwell hocha la tête, sachant que c'était vrai. Son fils vivait pas seulement dans la mémoire, pas seulement dans le cœur qui battait dans la poitrine d'Ellie, mais dans l'amour qui avait grandi à partir de la tragédie, dans la fondation qui aiderait d'autres, et dans l'art qui toucherait d'innombrables vies. Alors que la galerie se remplissait de gens célébrant la vie et la connexion, Maxwell ressentit, pour la première fois en 3 ans, une paix totale. Si cette histoire vous a touché et que vous croyez aux secondes chances, appuyez sur le bouton s'abonner pour soutenir d'autres histoires d'espoir et de guérison. Mais si vous pensez que certaines personnes ne méritent pas une seconde chance en famille, eh bien, je suppose que vous pouvez simplement continuer à faire défiler. Votre choix en dit plus sur vous que vous ne le pensez. Évaluez cette histoire sur 10 et découvrez de nouvelles vidéos dans notre écran de fin.